Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la périurbanisation. Mais au fait, la périurbanisation, c'est quoi? Eh bien, c'est l'extension des surfaces construites non plus seulement dans les villes, mais aussi dans les villages proches d'une ville, dont une part importante de la population de ces villages travaille dans la ville voisine. Ces villages connaissent une croissance démographique qui cause l'extension des surfaces construites. Ce phénomène est causé par plusieurs facteurs, notamment la démocratisation de la voiture, puisque autrefois, seuls les gens les plus riches dans les pays occidentaux possédaient une voiture, alors qu'aujourd'hui, dans les pays développés, l'écrasante majorité de la population en a une, et même dans les pays émergents, la voiture se démocratise. En France, en 2018, 84% des personnes majeures en possèdent une, mais c'est dans les années 60-70 que ce taux a monté en flèche. Et c'est également à cette époque que la périurbanisation a commencé. C'est parfaitement logique puisque la voiture permet de se déplacer plus vite que la marche et d'aller littéralement où on veut, contrairement aux transports en commun qui ne desservent que certaines zones et qui ne desservent généralement que les villes. Les gens qui ont une voiture préfèrent majoritairement s'éloigner de leur lieu de travail en gardant le même temps de trajet que le réduire en gardant la même distance entre le domicile et le travail. Un autre facteur, tout aussi important, réside dans l'idéal d'habiter. En Occident, les gens ont un idéal qui consiste à vivre dans une maison avec un jardin et d'en être propriétaire. Cette situation est plus valorisée socialement que vivre dans un appartement et être locataire. De plus, la maison avec jardin apporte un certain confort. Genre le fait de ne pas subir les nuisances sonores quand les voisins s'engueulent ou quand ils font la fête. Le fait d'avoir plus de place dans son logement, ça permet d'y élever 2 ou 3 enfants sans qu'ils n'aient à partager leur chambre. Il existe un gradient de prix du foncier. Parce que plus on s'éloigne du centre-ville, moins un mètre carré de terrain est cher. Du coup, les classes moyennes n'ont pas forcément les moyens d'avoir une maison dans le centre-ville, mais elles ont de quoi s'en payer une dans les patelins autour en contractant un prêt. Certaines personnes veulent aussi être en zone charnière entre ville et campagne pour avoir les avantages de la campagne et les avantages de la ville sans les inconvénients ni de l'une ni de l'autre. D'une manière générale, les communes périurbaines connaissent une croissance démographique, principalement alimentée par l'arrivée de nouveaux habitants, mais aussi un peu par les naissances. Les nouveaux arrivants s'installent généralement là autour de 30 ans, puis dans la plupart des cas, ils restent jusqu'à leur décès. Ce graphique illustre la hausse de population de 3 patelins périurbains. Donc Saint-Paul-en-Parais est à proximité d'une petite ville, qui est Les Herbiers, Sulniac à proximité de Vannes, donc d'une ville moyenne, et Le Bignon est à proximité de Nantes, qui est une grande ville. Les trois sont dans l'ouest de la France, non par favoritisme pour ce coin-là, mais parce que ce sont des patelins que je connais bien et j'aime bien travailler sur des coins que je connais. Comme vous le voyez, les 3 patelins ont vu leur population augmenter depuis la fin du XXe siècle par apport de population venant travailler dans la ville voisine. Elle a moins augmenté à Saint-Paul-en-Parais parce que Les Herbiers, c'est beaucoup plus petit et ça rayonne donc moins. Mais même là, le graphique montre une hausse de la population à la même époque et pour les mêmes raisons. Toutefois, la population peut, dans certains cas, stagner, voire baisser, en particulier lorsque les habitants les plus vieux meurent et que les jeunes quittant le domicile parental pour faire des études ne sont pas remplacés par des jeunes propriétaires qui s'y installent. Or, pour une commune, perdre des habitants donne une image négative. Dans la tête de beaucoup de gens, un patelin qui perd des habitants, c'est un patelin tellement pourri que les gens préfèrent quitter le navire avant qu'il ne coule. De plus, si une commune périurbaine n'accueille pas de nouveaux arrivants, l'école peut être amenée à fermer une classe, ce qui contribue à l'image d'un patelin en déclin. Pour éviter d'avoir cette image négative, les élus de cette commune ont intérêt à déclarer sans cesse de nouveaux terrains constructibles pour que les gens s'y installent, parfois au mépris du droit de l'urbanisme et des normes écologiques. Cela a pour conséquence d'artificialiser de plus en plus de terrains, ce qui n'est pas sans conséquence sur la biodiversité.
Le périurbain est avant tout l'espace de vie des familles. Les 30-59 ans et les moins de 14 ans, ils sont très présents, représentent respectivement 43 et 21% de la population, contre 36 et 15% dans la ville dense. La part de la population de 15 à 29 ans dans le périurbain est quant à elle très inférieure à celle de la ville dense. Il ne représente que 15% des habitants des périurbains et 30% de ceux de la ville dense. De plus, le périurbain est marqué par une surreprésentation des classes moyennes. Depuis le début de la périurbanisation, dans les années 70, le périurbain a été une terre de conquête pour ces nouvelles classes moyennes. Encore aujourd'hui, les classes moyennes y sont majoritaires. Classes plus aisées ou plus populaires résident surtout dans la ville dense. Les pauvres dans les logements sociaux et les riches dans les quartiers chics sont dans la ville dense. Au sein d'une aire urbaine, c'est-à-dire l'ensemble formé par la ville dense et les patelins périurbains, les classes moyennes sont la catégorie sociale ayant la répartition la plus homogène, mais les autres catégories sociales sont quasiment absentes du périurbain. Toutefois, on peut observer dans certains patelins périurbains, notamment autour des très grandes villes comme Paris, une hausse des classes aisées due à la hausse des prix du foncier. La population périurbaine est celle qui se déplace le plus, principalement entre leur lieu de résidence et la ville voisine. La plupart de ces déplacements se font en voiture. Les causes de ces déplacements sont multiples. Ils se déplacent dans la ville voisine à la fois quand ils vont au travail, quand ils vont faire leurs courses, mais aussi pour des loisirs, pour des soins médicaux, et quand ils ont besoin d'un truc plus rare, genre un objet décoratif, un accessoire précis pour la maison, une tenue de mariage, etc. De plus, les densités, plus faibles que dans la ville, l'éloignement des équipements, des services et des emplois implique le recours quasi systématique à la voiture. On peut relever une différence de mobilité selon les classes sociales. D'une manière générale, les périurbains les plus riches parcourent des distances nettement plus importantes que les plus pauvres. Dans une étude que j'ai lue pour cette vidéo, les chercheurs ont mené des entretiens avec des gens qui habitent à Méru, dans le périurbain nord de Paris. Il en est sorti que les plus pauvres ne vont que très peu à Paris. Moins de 2% de leurs lieux d'activité y sont situés. Tout d'abord en raison de la pénibilité du déplacement, mais aussi la peur de s'y rendre, voire du fait de ne pas avoir les moyens de posséder une voiture. A l'inverse, les classes moyennes fréquentent aussi bien les commerces et services accessibles à pied de chez eux que ceux situés dans Paris intramuros, à 45 km de là, qu'ils rejoignent autant en voiture qu'en RER. Quant aux riches, ils prennent quasi exclusivement la voiture, leur lieu d'activité étant bien plus diversifié que ceux des pauvres ou même des classes moyennes. Ils fréquentent aussi bien Paris que des lieux situés dans les campagnes picardes, parce qu'ils ont de nombreux loisirs différents qu'ils fréquentent de nombreux types de commerces très différents les uns des autres. Tous ces déplacements en voiture engendrent de la pollution atmosphérique, ça rejette des gaz à effet de serre, ce qui contribue au changement climatique actuel. Certains gaz d'échappement, en plus d'être des gaz à effet de serre, sont également cancérigènes, comme c'est le cas des oxydes d'azote. D'une manière générale, la consommation d'énergie relative au transport des habitants est fortement corrélée aux densités urbaines. Cette consommation augmente lorsque les densités diminuent et la périurbanisation entraîne une baisse de la densité puisque cela fait s'éparpiller la population. L'autre conséquence néfaste pour l'environnement, c'est l'artificialisation des sols. Et comme un quartier pavillonnaire prend plus de place qu'un immeuble pour y loger autant de personnes, le périurbain est la zone qui perd le plus de parcs, de forêts ou d'espaces agricoles. Des sols sont perdus non seulement pour construire les maisons, mais aussi pour les alimenter, parce que pour ça il faut des tuyaux d'eau, des câbles électriques qui prennent de la place et sont généralement sous terre. Tout cela contribue au fractionnement des habitats d'espèces sauvages. Et si vous voulez connaître les conséquences de ce fractionnement, je vous conseille l'excellente vidéo de Mary Wild sur la chaîne YouTube de l'émission Le Vortex, dont j'ai mis le lien en description. En plus de ça, les sols sont imperméabilisés, augmentant considérablement le risque d'inondation. Enfin, cela entraîne une diminution des richesses des sous-sols,
avec pour conséquence directe la réduction de la productivité de l'agriculture. Pour éviter tout cela, il faut éviter de trop artificialiser, notamment en densifiant les zones déjà construites. Densifier, oui, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Construire des immeubles dans les espaces libres des centres-villes ou sur les friches industrielles ne serait quasiment pas efficace parce que ces logements ne s'adressent pas aux mêmes catégories sociales que ceux du périurbain. On l'a vu, les périurbains cherchent à être propriétaires d'une maison avec jardin. Donc autant densifier les quartiers pavillonnaires situés dans la ville dense, notamment en divisant des parcelles. Tout cela ne peut se faire sans réduire le prix des terrains en ville, qui, dans l'état actuel des choses, empêche la plupart des gens d'y acheter une maison. Parfois, les villages périurbains accueillent tellement de nouveaux arrivants qu'ils deviennent des villes. Du coup, l'offre commerciale, scolaire, culturelle, etc. suit l'augmentation de la population. Les gens ont donc accès aux services du quotidien sans aller jusqu'à la ville voisine. Cela réduit la distance à parcourir pour atteindre le premier supermarché ou même pour atteindre certains lieux de loisirs, voire parfois leur lieu de travail. Par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai lu une étude qui parlait des mobilités autour de Tours. Les auteurs ont mené des entretiens avec la population qui montrent que de plus en plus de gens restent dans le périurbain car ils n'ont pas forcément besoin d'aller jusqu'à Tours. Une personne a dit « La première piscine, on l'a à Langeais. Quand on veut aller au cinéma, il y en a un à Langeais. » Elle dit ensuite que sa fille fait de l'équitation à Langeais tous les samedis matins. Cette petite ville, qui constitue un pôle secondaire situé à 30 km à l'ouest de Tours, offre à la fois des supermarchés, un marché, des commerces de proximité, un collège, une offre médicale et paramédicale diversifiée, qui fait qu'il n'y a pas besoin d'aller à Tours pour avoir tout ça. Même son de cloche dans le périurbain de Dunkerque. Les petites villes périurbaines sont le lieu de localisation privilégiée des grandes surfaces et des zones commerciales. L'étude des pratiques des habitants montre qu'ils privilégient les zones commerciales situées dans les petites villes de la périphérie, telles que Bergues ou Wormhout. Personnellement, j'habite à Nantes et je connais, autour de Nantes, des petites villes qui ont émergé comme ça. On peut citer en Nord-Loire Saint-Étienne-de-Montluc ou Treillères. En Sud-Loire, il y a Aigrefeuille-sur-Maine ou le Loroux-Botreau qui ont suivi le même chemin que Langeais. Aux États-Unis, ce phénomène a pris tellement d'importance que les quartiers d'affaires, qui sont traditionnellement assimilés au centre-ville, peuvent parfois s'implanter dans les villes de la grande banlieue, voire du périurbain. Ces villes, appelées Edge Cities, parfois traduites par villes lisières, entrent carrément en concurrence avec la ville-centre, voire peuvent amener les quartiers d'affaires du centre à décliner. En Europe, on n'observe pas encore cela. Les petites villes dont j'ai parlé en exemple ne jouent pas dans la même cour que les villes-centres, qui sont clairement plus grandes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux pour améliorer le référencement, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.